Bonjour et bienvenue Clotilde, je suis hyper contente de t'avoir sur My Marketing Podcast pour la série Go 2024. Comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va très bien, Sandy. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie aussi. Bah, écoute, avec plaisir. C'est un peu particulier parce que normalement on a l'habitude d'avoir des invités qui parlent de marketing et de tendance marketing, mais cette année on a voulu on s'est dit en fait tout simplement, c'est génial d'avoir des stratégies, c'est génial d'avoir un plan d'action marketing pour faire de la croissance, mais si on n'est pas dans des bonnes conditions, si on se prépare pas à l'intérieur dans sa tête, eh ben en fait ça sert un peu à rien en fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit avec Laurie, eh ben on va inviter une personne, un professionnel, on a tout de suite pensé à toi, je te le dis tout de suite, heu, pour nous parler du mindset du dirigeant, du leader pour faire de la croissance. Donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que tu es là d'ailleurs dans le dernier épisode, tu es notre dernier invité, de la semaine, mais je pense que c'était ultra important. Donc moi, ma première question, pour toi, Clotilde, c'est, en début d'année, on a souvent plein d'envie, on est à fond la caisse, on veut faire plein de choses. Mais pourquoi souvent, en fait, on n'arrive pas à tenir ses objectifs? Et alors là, franchement, je vais parler pro comme perso. Je m'inclus dans le lot aussi, hein, je vais faire preuve d'humilité. Pourquoi c'est si difficile? Alors, bon, déjà, parfois, les objectifs qu'on fixe en début d'année, il y en a qu'on peut arriver à atteindre, et donc ça, c'est formidable, et on pourra revenir justement sur ce qui permet de le faire. Mais quand on se fixe des objectifs en début d'année, quand on est entrepreneur ou avec un état d'esprit d'entrepreneur, souvent, la difficulté, c'est que on a les défauts de nos qualités, c'est-à-dire une très grande ambition. Donc voilà, nos objectifs, on veut pas que ce soit des objectifs à 4 ou 5 sur 10, on veut aller décrocher la lune. Donc On veut du 13 sur objectif 10 minimum, très quoi. très ambitieux. Euh, Autre défaut d'une qualité de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur est impatient. Et donc, il y a cette idée qu'on veut aller chercher nos objectifs, mais on voudrait voir rapidement des signes que ça avance. Et donc, en fait, si ça n'avance pas rapidement, si ça n'avance pas d'une façon convaincante tout de suite, ça nous cause beaucoup de difficultés. Et on a également une forte appétence pour la nouveauté. Ça aussi, c'est une qualité de l'entrepreneur. Et donc, en fait, ce que ça fait, c'est que souvent, ce sont des objectifs irréalistes sur lesquels on a du mal à tenir le cap suffisamment longtemps pour se donner des chances de les atteindre, et que souvent, notre impatience ou notre frustration fait que on va soit se détourner de l'objectif et se dire ah non, en fait, c'est autre chose qu'il faudrait que je fasse, soit les stratégies qu'on avait désignées en début d'année comme étant les bonnes stratégies à mettre en place, en fait, on ne se donne pas les moyens d'aller jusqu'au bout de cette stratégie, et assez rapidement, on passe à une autre stratégie, pas à valider ou invalider la stratégie de départ. En fait, on change trop souvent de route. On a du mal à, on zappe un peu. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on lâche un peu en cours de route. J'ai adoré parce que je sais pas si tu as vu mes grands yeux écarquillés, mais j'ai eu l'impression que tu parlais de moi à plein de moments. C'était l'impatience. Mais c'est vrai qu'en général, c'est un trait de caractère. Un trait de caractère chez les entrepreneurs, c'est l'impatience, ça va Ouais. jamais assez vite. Et pour peu Et qu'en plus ce derrière soit ça, en très fait, créatif, ouais, excuse-moi. Derrière ça, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est la capacité des entrepreneurs à faire la distinction entre les éléments factuels de leur environnement ou de leur activité et leurs ressentis et leurs émotions. Et en fait, moi, ce que je constate, parce qu'on accompagne pas mal d'entrepreneurs en coaching, des gens qui développent leur activité, et en fait, on a un peu les deux camps. Il y a des personnes pour qui leur ressenti et leur impression émotionnelle par rapport à leurs objectifs et leurs résultats prennent trop de place par rapport aux éléments factuels ou tangibles, et d'autres personnes qui oublient complètement cette sphère émotionnelle, et qui en réalité sont bien sûr dirigées par leurs émotions, parce que l'humain est dirigé par ses émotions, mais ne le voyant pas, en fait, ça biaise leur vision de leur situation, et donc ce sont des personnes qui peuvent prendre des décisions qui sont pas les bonnes, parce qu'en fait elles n'utilisent pas le GPS émotionnel en fait auquel elles pourraient avoir accès si elles savaient lire ce qu'il y a écrit sur le cadran. hyper intéressant. Donc en fait, si je comprends ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'en fait, on doit aligner absolument et ses objectifs, on va dire, factuels, des KPIs très métriques, on va dire, et en même temps, bah, la gestion de ses émotions et l'écoute aussi de ses émotions. Alors, dans émotion, on peut inclure aussi son niveau d'énergie, je suppose, hein, c'est pas que je suis content, je suis pas content, il y a
un volet d'émotions beaucoup plus vaste que ça. Et donc aujourd'hui, pour, on va dire, un des secrets, c'est d'être à l'écoute des deux. Et de pas juste Exactement. avoir un tableau de bord de C'est métriques ça. très factuelles. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on dirige une entreprise ou qu'on veut développer son activité, on ne peut pas séparer le, le, l'énergie dans laquelle est le dirigeant ou la dirigeante, l'entrepreneur, de l'énergie qui se dégage de ce qu'il ou elle fait, de l'énergie qu'il ou elle transmet à son équipe. Et donc, en fait, il y a vraiment un enjeu très important. Et ça vaut pour les solopreneurs peut-être encore plus, parce que qui interviennent dans leur activité. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vraiment important de savoir, de donner leur juste place aux émotions qu'on ressent. Parce que quand on est entrepreneur ou dirigeant, en tant qu'être humain, c'est une position qui est très particulière en fait. Et l'ensemble de la population humaine n'est pas forcément équipée pour faire face à ces montagnes russes émotionnelles, aux doutes, aux craintes, etc. Et donc si tu as une méthode à nous partager, et tu serais pas ici si tu n'avais pas une méthode à nous partager, pour en fait adopter et maintenir ce que moi j'appelle un mindset de croissance, mais on va dire c'est pas juste de la croissance de chiffre d'affaires, c'est vraiment moi je parle de croissance au sens bien sûr de son activité, mais au sens de sa personne en tant que dirigeant aussi pour continuer d'être aligné, parce que clairement on peut avoir une entreprise en croissance et se sentir soi-même en tant que dirigeant en stagnation ou même très très mal. Donc ce qu'on veut, c'est retrouver et maintenir toute l'année cet état d'esprit de croissance pour son business et pour soi-même. Donc Clotilde, je pense que tu vas nous mener dans ta méthode pas à pas. Moi, j'ai trop hâte là. Ouais. Donc la méthodologie change ma vie pour la dessiner en quelques mots. Ça s'articule autour de vision, clarté et élan. La vision, c'est la phase par laquelle il faut passer l'étape par laquelle il faut passer pour en fait développer une idée suffisamment riche et vivante pour soi de ce qu'on veut. Parce qu'en fait, finalement, quand on dirige une entreprise, mais dans tous nos projets de vie, parfois on perd de vue pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans au départ et qu'est-ce qu'on cherche à créer, à quoi est-ce qu'on déterminera que c'est un succès et surtout pourquoi est-ce que c'est important pour nous. Parce qu'en fait, on est capable de déployer beaucoup d'efforts au service de certains objectifs, mais on poursuit ces objectifs avec d'autant plus d'énergie et de persévérance quand on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, quand ça a un sens pour nous et qu'on garde ce cap bien à l'esprit. Donc l'idée, quand on définit des objectifs, assurer que ces objectifs-là, ils rentrent dans la vision à 360 degrés qu'on a pour sa propre vie. Parce que surtout, quand on est entrepreneur, comme généralement il y a une charge de travail, il y a une charge mentale assez importante, l'idée c'est de se dire comment est-ce que ça s'intègre par rapport à ce dont j'ai besoin dans le reste de ma vie, dans ma vitalité, ma forme physique, dans mes relations personnelles, relations de couple, relations familiales, mes loisirs, ce qui m'intéresse par ailleurs, etc. Donc s'assurer qu'on donne une juste place à ces différents éléments. Et quand on parle d'objectifs professionnels en particulier, c'est très intéressant de détailler en fait à la fois qu'est-ce qu'il va y avoir pour nous sur la ligne d'arrivée, parce que généralement si c'est un objectif de chiffre d'affaires ou d'acquisition ou de développement, etc., il y a quelque chose de très tangible, mais c'est important aussi d'identifier quels vont être les bénéfices secondaires, les à côté qu'on va construire en chemin. Parce qu'en fait, ça permet de se dire mon objectif en termes factuels peut être atteint ou pas atteint, mais je sais que par le simple fait que je me propose d'avancer dans ce sens-là, moi, je vais apprendre énormément de choses, on va développer des compétences, alors soit moi, soit dans mon équipe, on va développer notre réseau, on va prendre contact avec des partenaires, et en fait, ça, ce sont toutes choses qui, finalement, ce sont des choses qu'on gardera, qu'on conservera, même si arrivé en novembre ou en décembre de l'année d'après, le nombre de clients, le nombre ou le chiffre d'affaires n'est pas celui qu'on voulait. C'est vraiment voir qu'est-ce qu'on va créer en chemin et qu'est-ce qu'on veut obtenir sur la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est vraiment la partie vision, c'est exprimer son objectif d'une façon qui fait que finalement on est gagnant quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que qu'on atteigne l'objectif ou pas, on aura gagné des choses en chemin. Je rebondis parce que je trouve que c'est
vraiment hyper intéressant et pertinent ce que tu dis. Euh, Moi, je l'avais pas formalisé. Tu vois, c'est pas quelque chose que je formalise. Mais cette année, on a décidé d'inclure dans nos KPIs de fin d'année et pour les poursuivre, c'est de se dire, OK, les objectifs qu'on s'était fixés, chiffre d'affaires, nombre de clients, tout ça, est-ce que c'est rempli, pas rempli? Mais on s'est aussi mis, quels sont mes objectifs personnels que j'ai remplis grâce à mes objectifs professionnels? Et je te rejoins complètement. C'est une source de satisfaction et de motivation parce que tu te dis que même si sur un truc, t'as validé qu'à 80% ton objectif, ce qui est déjà pas si mal en vrai, eh bien, tu auras peut-être validé à 110% dans la sphère personnelle d'acquisition de compétences, de sortie de zone de confort, d'avoir créé une équipe, peu importe. Et en fait, on l'oublie souvent parce que ça figure pas dans les bilans des entreprises, mais la croissance personnelle liée à sa croissance professionnelle, elle peut être exponentielle en fait. Donc, je voulais Ouais, juste tout à rebondir fait. à ça parce que pour donner des exemples concrets de vécu, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément ce que tu dis. Ouais, et j'avais un exemple à partager avec toi et avec nos auditeurs et auditrices à ce sujet. J'avais une consoeur américaine qui avait développé donc son activité de coaching à un niveau de chiffre d'affaires qui était son but, et elle pensait pas atteindre ça. Elle était hyper contente. Et en fait, ce qui l'attendait de l'autre côté, c'était qu'elle se disait, oui, mais maintenant, il va falloir que je le refasse l'année d'après. Elle avait atteint le succès cette année-là, mais en réalité, le succès, parfois, il est à double tranchant parce que après, c'est la peur de perdre le succès ou de ne pas Ouais, être capable de refaire, etc. Donc, ça repousse la ligne d'arrivée. Et en fait, moi, ce que je lui avais dit, c'est, tu as construit une entreprise qui fait ce niveau de chiffre d'affaires, mais en fait, ce que tu as construit, c'est pas ce chiffre d'affaires. Ce que tu as construit, c'est une dirigeante avec un cerveau de dirigeante, des connaissances et des compétences de dirigeante qui est capable de faire ça. Et donc, que tu refasses la même chose l'année d'après ou pas, ce n'est qu'une question de temps avant oui. de refaire la même chose ou plus, parce que ta croissance et ton apprentissage professionnel et bien sûr personnel aussi, ça c'est acquis. Tu repartiras pas en arrière. Donc rappelez-vous, hein, c'est ce que vous apportez avec vous et ce que vous engrangez tout au long de l'année. C'est pas juste le chiffre au bilan qui compte. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, tu construis aussi un modèle que tu peux répliquer parfois. Ça aussi, ça peut figurer dans des objectifs personnels atteints. Alors, tu nous as parlé de la vision. Donc voilà, la vision. L'étape suivante dans la méthodologie Change ma vie, c'est la clarté. Et la clarté, ça consiste à se dire, OK, cet objectif que je veux atteindre, dans certains cas, on sait exactement comment faire pour y aller. Dans beaucoup de cas, en fait, il va falloir Oui. tâtonner, il va falloir expérimenter, il va falloir accepter qu'il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Mais ce dont on a besoin en réalité, c'est pas d'avoir tout l'escalier dévoilé. On a besoin d'être à peu près sûr de la première marche et de la deuxième, et se dire, OK, une fois que je serai sur la première marche, je commencerai à voir se dessiner la deuxième. Et donc ça, on est vraiment dans cet état d'esprit de croissance que tu évoquais, c'est-à-dire c'est la capacité à choisir un carburant émotionnel qui permet justement de s'engager dans une stratégie ou dans des actions sans être sûr, parce que par essence, l'entrepreneur fait souvent des choses qu'il n'a jamais faites par le passé et qu'éventuellement personne autour de lui ou autour d'elle n'a fait. Et donc en fait, c'est vraiment important d'avoir à ce moment-là, de se dire comment est-ce que je veux me sentir en allant au-devant de ces actions. Parce que la mise en action dépend bien sûr de comment est-ce qu'on se sent. Si on ressent des émotions qui sont bloquantes ou paralysantes, en fait, on va avoir un mal fou à se mettre en action. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de cultiver les émotions qui, pour nous mettent en action. Et donc, ça peut être une forme de curiosité, de fierté, de confiance, de détermination. Et je trouve que c'est un bon questionnement à avoir en fin d'année et à l'approche de la nouvelle année. C'est de se dire comment est-ce que je peux garder ce carburant émotionnel qui va me porter vers l'action et qui va être énergisant de façon aussi inconditionnelle que possible. C'est-à-dire que quels que soient les résultats du premier trimestre, quel que soit le climat économique, etc., comment est-ce que je fais moi pour continuer à m'occuper de mes émotions, de mon énergie, de ma vitalité personnelle,
pour qu'en fait, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de moi, je puisse rester dans cette énergie Ouais. autant que je peux. Je baisse pas les bras. Bah, écoute, moi, du coup, j'ai envie de te partager un peu, moi, parce que ça me fait réfléchir en même temps. Je pense qu'on est beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants avec qui je parle qui sont comme ça. Donc, je partage. C'est le fait de découvrir des nouvelles choses. C'est que finalement, tester quelque chose de nouveau et oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, j'ai envie de dire que peu importe l'issue, on préfère quand ça finit bien et d'avoir des résultats, mais finalement, moi, je vois pas mal de personnes sur Clone qui me disent: «OK, ça a pas marché comme j'imaginais, mais je l'ai quand même fait et juste pour ça, je suis contente et j'ai quand même envie de tester autre chose et d'y retourner». Donc ça peut être un moteur, en fait, juste, le goût de tester des nouvelles choses et le goût est presque le jeu, hein, pour certains. Moi, je sais que c'en est presque du jeu à ce niveau-là, de se dire: Ouais. «Bah, je vais y aller, allez, bon, tant pis, peut-être que ça marchera pas, mais au moins j'aurais tenté» et est-ce que ça rejoint ce que tu dis? Alors, ça peut tout à fait cette idée de curiosité et d'enthousiasme et d'expérimentation, c'est un carburant auquel les entrepreneurs ont généralement accès assez facilement. Et en fait, je voudrais juste rebondir sur l'effet pervers de ça, c'est que dans certains cas, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse en tant qu'entrepreneur, c'est en réalité pas des nouvelles choses, c'est faire plus de ce qui fonctionne. Et c'est finalement le fait d'y aller de façon assez méthodique et d'être capable aussi de soutenir nos efforts à des moments où en réalité ça va pas être le feu d'artifice d'expérimentation de tu vois la dopamine de oh là là on lance des nouvelles choses et on a plein d'idées et on part dans tous les sens, mais parfois c'est juste ok on a fixé cette stratégie et on reste convaincu que ça va payer, mais c'est juste qu'il y a une phase plus longue. Bah voilà, continuer dans notre lancée, continuer à faire ça. Et je pense qu'il y a un vrai avantage concurrentiel à rester en fait sur À la voie qu'on persévérer. s'est donnée. Parce que il y a certaines stratégies qui ne paieront que sur le long terme. Et en Sur fait, le long si on terme. est trop dépendant de cette excitation de la nouveauté, bah en fait, on risque d'arrêter. C'était ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de se détourner de la stratégie avant qu'elle ait pu porter ses fruits. Alors en fait, je vais quand même rephraser parce que j'abonde dans ton sens. Moi, ce qui me drive, c'est de recommencer, même si ça n'a pas marché, mais d'être persuadée d'être dans la bonne direction. C'est pas grave, en fait, je suis contente quand même de l'avoir fait. Donc écoutez bien Clotilde qui a beaucoup mieux formulé la chose que moi. Oui, dans plein de stratégies, il y a, tu me passeras, désolée pour l'expression, mais il y a une phase un peu merdique, hein, où en fait, on fait plein d'efforts sans voir le bout, sans voir de résultats, mais c'est pas grave. Trouvez les ressources en vous, c'est ce que tu es en train de nous dire, hein, pour continuer. Alors ça peut être juste la fierté de recommencer, ça peut être qu'est-ce qui pourrait nous nourrir à continuer? Est-ce que tu as un tips pour arriver à tenir bon, à nourrir une émotion positive, parce que quand même tu sais que tu es dans la bonne direction, mais pour l'instant tu vois rien venir. Alors, c'est justement, tu me donnes la transition parfaite parce que c'est la troisième Ah, étape de la super. méthodologie Change ma vie, c'est l'élan. Et en fait, ça consiste à être capable de soutenir ses efforts dans la durée. Une fois qu'on s'est mis en action, de rester en action, de rester engagé dans ce qu'on est en train de faire, euh, sans se décourager, mais sans s'épuiser non plus. Et en fait, ça, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est particulièrement, c'est un danger particulier qui est le fait de donner tellement tout ce qu'on a que en fait on est en sprint trop longtemps et donc On ça se brûle. c'est voilà on se brûle, on s'épuise et ça coûte beaucoup sur le plan personnel et professionnel. Et à mon sens, il y a une clé que je trouve vraiment importante, c'est d'une part la connexion qu'on peut garder avec soi, c'est-à-dire le fait de créer un moment dans ces journées où on peut se poser vraiment la question, ok, comment ça va, comment tu te sens, comment tu le sens, qu'est-ce que tu penses de ce résultat, qu'est-ce que tu penses de cette tâche qu'il faut que tu fasses aujourd'hui, comment ça a été cette semaine. Parce qu'en fait, dans notre détermination avec le pied sur l'accélérateur, on peut parfois avoir l'impression que si on ouvre cette porte-là, ça va être voilà, on va ouvrir les vannes et qu'on va passer la journée à se lamenter sur notre sort. Et donc en fait, l'idée c'est de pouvoir un petit peu comme dans une relation avec une amie ou dans un couple où en fait, ça paraît tout à fait normal au quotidien de demander aux gens
comment ils Non, c'est vont et vrai. de vouloir savoir voilà comment se passe leur journée. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de rester en contact avec ça pour éviter justement de ne pas voir arriver euh, les petites contrariétés, les petites chutes de motivation, les petits doutes, les petites chutes de confiance, parce qu'en fait ces premiers signes, c'est important de pouvoir les entendre et de pouvoir y répondre avant que ça devienne la crise de sens ou le Oui. burn-out évidemment ou voilà. Donc, il y a d'abord entre soi et soi, et puis par ailleurs, à mon sens, on a vraiment besoin, pour briser la solitude de l'entrepreneur, on a vraiment besoin d'avoir une ou des personnes de confiance qui connaissent suffisamment bien les enjeux de l'entrepreneuriat et pour pouvoir nous donner un espace de résonance. C'est-à-dire, parce qu'en fait, on est tellement pris dans dans notre propre quotidien, dans notre propre activité, que parfois on a une vision qui est plus pessimiste que ce qui se passe en réalité. Et donc le fait d'avoir une personne de confiance qui peut nous renvoyer, oui mais regarde, oui d'accord, il y a ça qui marche pas, et il y a ça qui est plombant, et il y a ça qui est gonflant, mais par ailleurs, il y a tout ça qui marche Ah, bien, ça, il y a tout ça que tu as construit, il y a ça qui, tu vois, il y a ton équipe, il y a ta marque, il y a, tu vois, tous les wins, et qui peut justement aider à faire le... Donc c'est à ça que sert le coaching notamment, c'est de pouvoir se dire, ok, retrouver ce recul et cette perspective qui permet de se dire, en fait, je suis partie dans ma spirale ouais. d'inquiétude, mais en réalité, quand on regarde factuellement les choses, c'est bon, il n'y a pas péril en la C'est pas si demeure. pire, quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout, du coup, d'avoir une vision plus équilibrée de la situation qui permet de se remobiliser, de retrouver son énergie et de repartir le lendemain. Ouais, parce que je pense que ça nous arrive à tous. Enfin, toi peut-être pas, je ne sais pas. Je me dis que toi aussi, ça doit pouvoir t'arriver comme à tout être humain. C'est de se dire, d'arriver à certains jours et de se dire, mais en fait, ça va pas. En fait, il y a ça qui va pas. Et en fait, là, c'est fini. Quand t'as amorcé ça, t'as l'impression qu'il y a rien qui va. Tu fais ta journée, tu trouves que t'es nul. Et alors qu'en fait, c'est pas une journée ou une période plus nulle qu'il y a quelques jours. C'est juste que ton cerveau a décidé de se mettre dans ce rythme-là. Et ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Oh, Alors moi, j'ai de la chance, je suis pas toute seule. Parce que du coup, tu parlais de solitude. Moi, je sens pas cette solitude parce que comme je suis associée avec ma sœur, donc il y a un très très fort, beaucoup de confiance et on a la chance de ne jamais être down le même jour. Donc ça permet de dire mais arrête de s'engueuler un petit peu. Mais par contre, je te rejoins, ça, on reste dans la même entreprise et ce qui fait que même nous, on peut pas avoir autant de recul que si on a une personne qui est vraiment extérieure à l'entreprise. On va dire que on se sert de béquilles mutuellement pour éviter on va dire, la spirale infernale d'être négative. Mais ce que tu proposes en fait, c'est surtout d'avoir un espace avec une ou plusieurs personnes, en tout cas on va dire comme du coaching, hein, tout simplement, où c'est une personne qui va être neutre déjà et qui est pas là pour faire cheerleader, hein, c'est pas ça le coaching. Enfin, arrête-moi, mais j'ai pas l'impression que ce soit d'être de surmotiver quelqu'un, mais juste de lui proposer une autre image fidèle à la réalité, mais qui n'est pas celle qu'il voit. En fait, c'est le ouais, côté tout du à miroir fait. qu'il voit pas en fait. C'est ça. En fait, la façon dont je définis cette neutralité pour notre approche, en tout cas, c'est ce que j'appelle la neutralité investie. C'est-à-dire que, en fait, euh, nous, en tant que coach, on est neutre dans le sens où on n'a pas d'attachement particulier à une version de l'histoire ou une autre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit que voilà ce qui se passe Lycée. de façon tangible et ce que la personne apporte. En revanche, c'est pas de la neutralité indifférente, c'est une neutralité investie, c'est-à-dire c'est un regard qui est mis au service de ce que veut vraiment la personne, de ce qui est vraiment important pour elle, et pour pouvoir finalement avec ce recul-là voir qu'est-ce qui bloque sa perspective, qu'est-ce qui entrave ses mouvements. Et en fait, de l'extérieur, ça se voit beaucoup mieux. Et donc, ne serait-ce que le fait de clarifier qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est important pour toi, de quoi tu as besoin, et qu'est-ce que c'est les prochaines étapes, et de quoi tu as besoin pour pour te remettre en mouvement, ça c'est précieux. C'est hyper précieux. Et moi, je vais aussi ajouter, c'est que en tant qu'entrepreneur, c'est rare qu'on nous pose la question comment tu vas et qu'est-ce que tu veux et comment tu te sens. Je sais pas ce que tu en penses, mais souvent, c'est pas forcément des choses qui sont abordées ou quand on te demande comment tu vas, on te demande souvent comment va ton entreprise, mais beaucoup moins comment tu vas toi en tant que personne à la tête de l'entreprise. Et c'est une erreur en fait parce que si la personne en haut elle va pas bien,
il y a fort à parier que l'entreprise, elle ira peut-être bien quelque temps, mais pas aussi bien que ce qu'elle devrait, et peut-être qu'à terme, elle ira très très mal même. Donc, se poser la question, et poser la question, comment tu vas toi, pas ton business, comment tu vas toi. Ouais, Je tout sais à pas ce que fait. t'en Non, non, si t'as cette impression aussi. c'est tout à fait vrai. Et je pense que ça vient de l'espèce de glorification de l'idée de l'entrepreneur enfin, l'archétype de l'entrepreneur actuellement dans le discours ambiant. Alors, ça change un tout petit peu avec, voilà, la situation économique, enfin, les startups qui arrivent moins bien à lever des fonds, etc. Donc, il y a ce modèle-là qui prend un tout petit peu l'eau. Mais il y a l'idée de l'entrepreneur fonceur qui n'a peur de Excitant. rien, voilà, qui est vraiment ultra productif, le leader, etc. Et où en fait on a tendance à oublier que derrière cet archétype-là, il y a un être humain qui bien sûr a des doutes, des moments de fierté et des moments de voilà Moins fier. de down comme tu disais et en fait je trouve que une des difficultés, c'est que comme quand on évolue dans des cercles d'entrepreneurs, on a l'impression que tout le monde est entrepreneur, mais je veux dire, évidemment, c'est la population La active. population française. Euh, quand on est, enfin, il est rare d'être en couple avec enfin, quand on est entrepreneur, c'est pas toujours l'autre personne n'a Avec pas un autre forcément entrepreneur. cette fibre-là. Les amis qu'on s'est fait à l'école ou à la fac ou dans nos loisirs, c'est pas forcément ça qu'ils font. Et donc parfois il peut y avoir un peu le côté dans la famille, etc. Il peut y avoir parfois une incompréhension du projet ou de pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment, mais on en a besoin d'avoir des relais de compréhension et de connexion avec des personnes qui nous comprennent, qu'elles soient elles-mêmes entrepreneurs ou pas. Donc on a vu, il faut définir sa vision, si je résume, hein, pour, Ouais, on va dire, construire son mindset de croissance. Il faut définir sa vision. Il faut il faut avoir de la clarté oui, et de l'élan. Ce sont les 3 points c'est que ça, tu nous as cités. exactement. Et du coup, moi, ce que j'allais te demander, c'est quelles sont les erreurs à éviter globalement pour éviter de se saboter en cours de route. Parce que, bon, moi, je pense que ça a pu m'arriver quand même. Et je pense que je suis pas la seule. Donc, je ne Ouais. tomberai pas Alors, seule et je veux bien savoir. je pense que l'erreur numéro un, c'est d'être perpétuellement enfin, au niveau du terrain, d'être dans le faire et finalement de penser que la valeur qu'on apporte à notre entreprise n'est que dans la Dans production, dans le l'action. fait dans l'opérationnel, dans l'action. Et en fait, alors évidemment, ça dépend du stade de développement de l'entreprise, de la taille de l'équipe, etc. Il faut bien qu'il y ait des choses qui soient faites, hein, ça, on est complètement d'accord. Euh, Oui. Néanmoins, c'est un petit peu l'image du bateau, où en fait, si le capitaine passe trop de temps dans la salle des machines à enfourner du charbon dans le moteur, en fait, on ne sait pas où va le bateau et le reste de l'équipage voit bien qu'il y a personne sur le pont pour voir arriver Personne les à la barre. icebergs. Voilà, c'est ça. Personne à la barre, personne qui regarde ce qu'il va y avoir plus loin, personne qui dit alors attendez, on va commencer une manœuvre. Voilà. Et en fait, je sais que c'est une grande difficulté d'arriver à faire les deux, d'arriver à passer de la cabine de pilotage à la salle des Salle des machines, machines. parce que dans beaucoup de cas, quand l'entreprise est encore à un stade de développement, à un plus petit Précoce, on va stade de dire. développement, enfin, il y a pas, je veux dire, le dirigeant ou la dirigeante doit faire de l'opérationnel aussi, mais il me semble que c'est très important de matérialiser un temps qui est vraiment réservé pour se sortir la tête du guidon et réfléchir et se nourrir. Alors ça peut prendre plein de formes différentes, mais il faut vraiment se persuader de la valeur qui est créée dans ces moments-là. Et moi, ce que je constate beaucoup, c'est que la difficulté qu'on peut avoir à prendre cette perspective, elle vient généralement de la peur. C'est-à-dire que on a du mal à sortir à sortir de l'opérationnel quand en fait on est animé par une forme de peur ou d'urgence, voire de panique, et où on se dit en fait j'ai pas une minute à perdre, c'est-à-dire que si j'arrête de mettre du charbon dans la machine va s'arrêter, le bateau va S'arrêter. couler. Et donc en fait c'est simplement le fait de se dire à ce moment-là il faut arriver à identifier cette peur et
et se dire, en fait, je peux avoir peur et peut-être qu'effectivement le chiffre d'affaires est pas à la hauteur, etc. Je peux avoir des sources d'inquiétude réelles et c'est pas en restant à m'épuiser à faire que je vais trouver des solutions à ce problème-là. C'est-à-dire que je ne trouverai au niveau de la peur que des solutions de court terme. Et en fait, ça, il y a une vraie réalité cognitive derrière ça. C'est que quand on a peur, quand on est dans le stress, le cortex préfrontal, qui est la partie de notre cerveau qui est capable de faire preuve de la plus grande créativité, de la vision à long terme, de la planification, etc., il est, on dit en anglais, il est offline, c'est-à-dire il est déconnecté. Et donc, en fait, si on est animé par la peur, les solutions qu'on trouve ne seront pas les solutions les plus ingénieuses, les plus innovantes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se répéter. C'est et vraiment une évaluation que nos auditeurs et nos auditrices peuvent faire par rapport à leur propre semaine, c'est de se dire quel est le temps que je réserve pour réfléchir, pour prendre de la hauteur, pour réfléchir à mes stratégies, à mes opportunités, rencontrer d'autres gens, etc. Et de quelle façon est-ce que je défends ce temps, ou est-ce que c'est le premier truc qui passe à l'as quand j'ai une deadline un peu serrée? Oui. Alors du coup, moi je peux partager là encore quelque chose qu'on a mis en place il y a quelques années chez My Marketing Experience, et vraiment, je peux vous assurer à tout le monde, ça fait une énorme différence. C'est que le vendredi, alors moi j'avoue, hein, j'ai fait le vendredi parce que le vendredi, de toute façon, c'était une journée où je voyais bien que j'avais pas la meilleure productivité du monde, opérationnellement parlant. Et en fait, on a décidé que le vendredi, c'était CEO Day, donc c'est comme le CEO, le jour du CEO. Moi, je l'appelle CEO et Curiosity Day. Donc, c'est un jour réservé à ne travailler que sur son business. Donc, Laurie s'occupe d'autres tâches que moi. J'ai la chance de ne pas gérer la partie administrative et financière. Je lui délègue. Donc, si elle a besoin de poser un œil là-dessus, de prendre de la hauteur là-dessus, elle va le faire. Et sur tout ce qui est stratégie, c'est aussi le jour dédié chez My Marketing Experience. Et c'est le jour dédié à chercher des nouvelles idées. Uniquement ça. Et du coup, il n'y a pas de rendez-vous client. C'est un jour où on ne prend aucun rendez-vous client. Donc peut-être pour certains, une journée, ça peut paraître beaucoup trop encore, parce que c'est vrai que quand on commence, on va se dire un jour, jamais de la vie. Mais on peut se dire que 2 heures, c'est déjà pas si mal. En fait, commencer par 1 heure ou 2 fois 1 heure, si vous voulez. Commencer petit, mais franchement, ce que dit Clotilde, pour l'avoir testé et mis en place, c'est hyper puissant. Et en vrai, le bateau, il coule pas, hein. Vous pouvez tranquillement y aller, ça va. Ouais, Ils arrivent à et je tenir trouve le que coup. c'est chouette de le ritualiser comme étant un moment, voilà, ça peut être le jeudi matin, je m'installe dans un café ou un endroit où je suis bien et où je suis avec moi-même et je prends mon papier, mon crayon et je réfléchis et c'est drôle que tu parles de ton CEO Day parce que moi ça s'appelle CEO Friday et c'est Oui, mais c'est sensiblement la même Friday en chose plus, hein. que j'ai mis en place et ça me nourrit beaucoup. Moi ce que j'ai mis en place aussi c'est ce que j'appelle les Quiet Week. C'est j'ai une semaine par mois où toutes nos réunions hebdomadaires, moi je n'y assiste pas pour avoir une semaine entière pour créer, pour réfléchir, pour prendre de la hauteur et ça me comme je suis de nature assez introvertie, j'ai vraiment besoin de de ce Je vais te voler ça, moi, hein. Je vais te voler ouais la Quiet Week. J'ai et des donc elle est Quiet Days. communiquée à toute l'équipe, elle apparaît dans le calendrier de tout le monde et donc pas de rendez-vous, pas de réunion. Donc, ce que dit Clotilde, du coup, c'est que respectez-vous si vous vous connaissez, si vous savez comment vous êtes. Donc, Clotilde sait qu'elle est plutôt introvertie, donc elle a besoin de temps à elle. Je suis de sa team, aussi, je l'avoue. Moi, les journées où je n'ai aucun rendez-vous, ce sont mes meilleures journées de ma vie, en termes de productivité et de créativité, hein. Mais du coup, si vous connaissez bien, eh ben, adaptez aussi. Moi, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter. Enfin, je pense que tu me contrediras pas, mais dans la gestion de ses émotions, personnellement, par exemple, tout le monde dit qu'il faut batcher, beaucoup batcher, faire de batching. Eh ben, en réalité, moi, je peux vous dire que je suis en train de tourner cet épisode avec Clotilde. Je sais qu'à l'issue de cet épisode, je serai complètement incapable d'en refaire un derrière. Donc, c'est pas la peine de batcher, puisque de toute façon, ce sera bâclé chez moi, ce sera mauvais. Donc, faut aussi se respecter. Autrement, si on va, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la gestion de ses émotions, si on n'est pas câblé, si on est câblé d'une certaine façon, faut aussi se respecter. Ouais, la deuxième erreur que je voulais évoquer, c'est l'illusion que là-bas, ce sera mieux qu'ici. Parce qu'en fait, c'est un phénomène cognitif complètement normal qui est que la raison pour laquelle on veut poursuivre des objectifs
c'est parce qu'il y a une partie de nous qui pense que là-bas, ce sera mieux qu'ici. Si on pensait pas que avec un plus haut niveau de chiffre d'affaires, une plus grande réussite, quelque chose qu'on veut, si on pensait pas qu'il y avait un bénéfice, on n'irait pas. Néanmoins, ce qui me paraît important, c'est d'être bien conscient que on n'arrivera jamais à un moment où il y aura plus de problèmes, où il y aura plus de difficultés et où il y aura plus d'émotions désagréables. Parce qu'en fait, ça conduit à avancer en apnée en se disant, finalement, en sacrifiant notre expérience d'ici et de maintenant pour cet endroit où on pense que on sera enfin, qu'on se sentira enfin mieux, qu'on se sentira enfin confiant, il y aura plus du tout de doute, il y aura plus du tout de peur, tout marchera sur des roulettes. Et en fait, la raison pour laquelle c'est une erreur, c'est que déjà, on se prépare à une assez forte déception. Parce que, en réalité, le 50-50 de la vie et de notre expérience, ce sera potentiellement un cocktail différent. Mais je veux dire, il y aura, en fait, on ne fait que échanger des problèmes contre d'autres problèmes. En fait, à chaque niveau de notre vie, mais même personnel, il y a toujours une variété de problèmes qui va avec là où on en est. Et donc, d'une part, de problèmes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le nouveau cocktail de problèmes. Donc, déjà, ça fait le lit de la déception, mais surtout, ça nous fait passer à côté de ce qu'il y a ici et maintenant, qui sont les avantages, les bénéfices et les choses qu'on pourrait apprécier ici et maintenant, et qui pourraient justement nourrir notre plaisir d'en être là où on en est. Et en fait, ça, on s'en rend souvent compte quand on parle à des personnes qui ont développé leur entreprise et rencontré un succès intéressant en termes de développement, de reconnaissance de leur travail, etc. Et en fait, souvent, ces personnes-là repensent à la phase des débuts. Alors, il y a bien sûr, c'est un petit peu enjolivé, mais ils repensent en se disant, mais tu te souviens, on était à tel truc, et puis on mangeait là, et puis on faisait tel truc, et tu te souviens comment on s'inquiétait de ça, etc. Et qu'il y avait ça, on était tellement fiers. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, puisque on aura à terme la nostalgie de là où on en est aujourd'hui, pourquoi ne pas apprécier dès maintenant ce sur quoi on pourra ressentir de la nostalgie dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, pour ménager notre monture et soutenir notre énergie, l'idée, c'est de se dire, dans la phase dans laquelle je suis aujourd'hui, même si, bien sûr, j'ai des difficultés, il y a aussi des trucs qui sont très sympas, il y a des trucs qui sont très joyeux, il y a des trucs qui me rendent très fière. Et donc, s'assurer que ça, on crée de la place pour le savourer et en profiter là, au moment où on y est. C'est un peu comme prendre conscience, être en pleine conscience de son business et qu'il n'y a pas que des trucs pourris. Il y a aussi des choses qui nous font plaisir, qui nous nourrissent, même si c'est pas lié à une journée, parce qu'on est d'accord que les journées de merde existent et qu'il y a parfois des journées où ça va être très très dur de trouver un truc qu'on a trouvé vraiment vraiment cool. Mais si on prend, on va dire, une semaine, normalement sur une semaine, on devrait arriver à identifier des moments et des choses, même sur une semaine, un mois, j'ai envie de dire, des choses qui nous rendent heureux et fiers d'être au stade où on en est aujourd'hui. Et alors moi, par contre, pour rebondir sur ce que tu dis, parfois j'ai l'impression qu'il y a des personnes, elles idéalisent un peu ce qu'elles ont vécu avant. En fait, c'est comme si notre cerveau faisait le blackout des moments difficiles et du coup, ils ne font plus que idéaliser des choses qu'ils ne voyaient même pas par le passé, en fait. Et toujours dans la capacité de constater dans le présent ce qui est devenu cool et qu'ils n'avaient pas avant. Ouais, ça porte un nom, c'est un biais cognitif. J'en ai entendu parler, j'ai entendu le terme il y a pas très longtemps, ça ne me revient pas là tout de suite. Mais il y a effectivement une espèce de, je crois que ça s'appelle hindsight fallacy, la fallacie du rétroviseur d'une certaine façon. Et on dit que c'est pour ça que les femmes peuvent avoir plusieurs enfants, c'est parce que suite au premier accouchement, on oublie voilà une partie de. Et donc en fait, l'idée c'est et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est avoir conscience de ces biais et de se dire, mais peut-être qu'effectivement, il y avait des trucs qui étaient super et je me dis que avant c'était bien. D'accord, très bien. Mais je veux dire, avant c'était bien, génial, mais on n'est plus dans avant. Donc, maintenant qu'on est maintenant, qu'est-ce qui reste dans ma situation d'aujourd'hui que je peux apprécier, valoriser? Et là où moi je trouve que c'est, qu'on a une position privilégiée en tant qu'entrepreneur, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a quand même une plus grande flexibilité que d'autres sur l'organisation de nos journées. Et donc l'idée, c'est de se dire, attention, si vous passez des journées pendant lesquelles il n'y a pas une once de joie ou de plaisir,
sous une forme ou une autre, peut-être reparlons de la façon que vous avez de conduire vos journées. Est-ce que vous n'êtes pas voilà, en train de vous martyriser au Oui, profit? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut aller faire une balade dans le parc d'à côté, s'assurer qu'on mange un truc qui nous fait vraiment du bien et plaisir avec plein de couleurs? Enfin, voilà. Et donc, si ça manque de joie et de plaisir, on sait que ça va pas être tenable très longtemps. Et donc, c'est peut-être ça une première réaction à avoir, c'est OK, où je vais trouver un peu de joie et un peu de plaisir aujourd'hui? Parce que sinon, à quoi bon vivre? même dans les périodes un peu tunnel, parce qu'on en a tous, de s'octroyer au moins quelques minutes dans la journée, un truc qu'on trouve cool, même un livre qu'on va lire 5 minutes tous les matins, comme tu disais, un truc sympa à manger. Moi, parfois, c'est simplement avoir une conversation sympa et intéressante avec quelqu'un. Et ben en fait, ça suffit. Mais toujours pour rebondir ce que tu dis, je pense qu'il faut cultiver quand même une certaine capacité à se poser, à dire là, c'était sympa. J'ai l'impression que parfois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à le faire en fait. Ah ben, c'est Euh, le biais de négativité du cerveau ne nous emmène pas du tout dans cette direction. Enfin, c'est le propre de l'être humain de se focaliser par défaut sur ce qui manque, ce qui marche pas, ce qui va pas, etc. Donc, c'est très utile de bien des façons. Je veux dire, c'est très bien de s'apercevoir de ce qui va pas, mais si on veut pouvoir voilà, préserver son énergie, sa joie de vivre, même quand tout ne va pas parfaitement bien, c'est à nous d'équilibrer en fait, d'équilibrer ce sur quoi on porte notre attention. Et ça s'apprend. bon, oui, ça s'apprend. Ça se cultive aussi. Ça s'apprend et ça se cultive. Donc, on lève le nez du guidon. On arrête de penser que ce sera mieux une fois qu'on sera là-bas, qu'on aura atteint l'objectif. Euh, est-ce que tu as des autres erreurs fréquentes qu'il vaudrait m'éviter de faire si on veut tenir Là, la distance? pour ce sur quoi je veux insister, c'est cette idée d'effet cumulatif, c'est-à-dire parce qu'on parlait d'atteindre des objectifs et en fait, il faut pas négliger l'impact de petites actions qui, prises isolément, n'ont pas l'air de faire grand-chose, mais si on les met bout à bout et si on les fait suffisamment pendant suffisamment de temps, elles finissent par payer. C'est le cas pour si on veut s'occuper de son alimentation, de son activité physique, de sa santé, etc. On le sait bien, c'est pour ça qu'on se lave les dents tous les jours depuis assez longtemps. Mais c'est vrai aussi dans une activité professionnelle. Et en fait, il me semble que quand on a cet état d'esprit d'entrepreneur à être ambitieux, impatient, avec cette appétence pour la nouveauté, on a tendance à oublier de valoriser en fait les petites choses qu'on fait déjà et où on a l'impression qu'il faudrait faire plus tout le temps. Et en fait, je pense notamment à l'animation d'une équipe pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont entourés d'une équipe, que ce soit des salariés ou des prestataires. C'est est-ce que au quotidien ou régulièrement, est-ce que je crée des moments où je leur demande comment ça va, je leur exprime mon appréciation, je leur fais du feedback, voilà, des petites choses comme ça qui prises isolément, on se dit oh là là, c'est pas, voilà, ça va pas changer Ça n'a pas tu vois, d'impact. ça a pas un impact fou. Et effectivement, une fois, ça n'a pas un impact fou, mais l'idée c'est de se Répéter. poser la question à la lumière des objectifs, des choses sur lesquelles on a envie de porter notre attention, c'est finalement quelle est une sorte de service minimum, c'est-à-dire quelles sont les petites actions que je peux entreprendre avec régularité qui en fait vont m'emmener par la force de l'effet cumulatif dans la direction de ce que je veux faire. Parce que qui dit petite action dit action à relativement faible effort ou faible investissement. Et donc ça veut dire que c'est des choses qu'on peut maintenir même quand on a un niveau d'énergie un peu bas ou quand on a un optimisme un petit peu un petit peu Oui, modéré, quoi. un peu malmené. Bah, ce que tu dis, moi, je trouve que c'est hyper vrai et hyper, on va dire, palpable en fait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est toujours dans l'attente de quelque chose de très rapide et qu'en fait, on préfère faire des choses spectaculaires avec un impact très rapide plutôt que très rapide mais avec effet de soufflet, c'est-à-dire ça fait très rapide et puis ça retombe, plutôt que des toutes petites actions avec qui sont on va dire plus ou moins coûteuses à titre personnel, hein, je parle pas d'argent, mais au final comme on va pas percevoir la grosse valeur ajoutée tout de suite,
on se dit, bah, c'est pas très grave, j'ai pas besoin de le faire. Et ça me fait vraiment penser, par exemple, à toutes les personnes qui se motivent pour dire, allez, ça y est, c'est décidé, je vais enfin prendre la parole, je vais lancer un podcast, je vais me mettre sur Instagram, je vais me mettre sur LinkedIn. Et en fait, ils font 3 épisodes ou deux posts et disent, ah bah, ça a pas marché, j'arrête. Mais les gens, il faut se rendre compte que, bon, là, je parle de podcast, toi aussi, tu en as un. J'imagine, Clotilde, que c'est pas au bout de 2 épisodes que ça a explosé. Enfin, Non. peut-être, hein, je Non, ne sais et en pas. fait, c'est rigolo parce que j'ai Je fait serais un jalouse. épisode, j'ai diffusé un épisode il y a pas très longtemps qui s'appelle Soutenir ses efforts dans la durée et qui parle justement de la différence en fait en fait il y a un phénomène au niveau de nos neurotransmetteurs où en fait ce qui est le plus motivant pour nous, c'est le fait d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas encore. Et donc ça sollicite le circuit de la dopamine. Et en fait, Ouais. ça nous met en action d'une façon puissante. C'est ça qui est le plus gratifiant pour nous, c'est d'aller chercher et d'obtenir quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et en fait, c'est ça qui s'émousse au bout d'un moment, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, en fait, il n'y a plus l'effet de la dopamine. Et donc, il faut passer sur un autre circuit de motivation, qui est celui de la sérotonine, qui consiste en fait à se dire, ok, en fait, là, ça va être dans la durée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que chacun et chacune d'entre nous, on peut identifier ces petites actions. On sait très bien que c'est là-dessus que ça repose. Il y a plein de trucs qu'on fait dans notre vie qui payent par effet cumulatif et qui permettent. Et donc en fait, le point que je veux souligner, c'est que c'est une erreur de passer à côté dans notre activité professionnelle parce que c'est beaucoup là-dessus que repose notre succès. Absolument. Donc, on arrête de courir après la dopamine et on passe en mode sérotonine le plus rapidement possible. C'est celui-là qui donne des résultats. Merci en tout cas Combinaison des deux, ouais. pour les explications scientifiques. Personnellement, j'adore tout ce qui est neurosciences et je trouve que ça apporte encore plus de sens à ce que tu nous partages. Écoute, je pense on a donné pas mal de clés à tous nos auditeurs et nos auditrices pour à cultiver cet état d'esprit de croissance en 2024. Donc, vous avez dans tous les épisodes précédents des clés pour vous inspirer dans votre stratégie marketing. Et avec cet épisode avec Clotilde, eh ben, vous avez en plus le mental pour mener à bien vos objectifs et pour les atteindre. Clotilde, j'ai envie de te poser une dernière question. Si tu avais en face de toi ou à côté de toi vraiment une amie ou un ami, quel conseil tu pourrais, entrepreneur, quel conseil tu pourrais lui donner pour 2024? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Le conseil d'ami que j'aurais envie de donner, c'est de profiter de cette fin d'année ou début d'année prochaine pour se poser des bonnes questions. Et en fait, nous, ce qu'on fait à la fin de chaque année en équipe et ce qu'on propose aux personnes de la communauté Change ma vie, c'est de choisir le mot de leur année. Et donc, en fait, on a pour ça un guide qui permet, en fin d'année, de faire le point sur l'année qui s'est écoulée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en retenir, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qu'on a envie d'emporter avec nous pour l'année d'après. Et aussi pouvoir mettre au jour voilà, nos aspirations, ce qui va être important, ce sur quoi on veut porter notre attention pour l'année d'après. Et une fois qu'on a ça, de pouvoir faire émerger un mot qui permette de porter cette intention. Et pour ma part, le mot de mon année, ça fait des années que j'en choisis un chaque année, qui m'accompagne tout au long de l'année dans ma vie pro comme dans ma vie perso. Et je trouve que c'est une très jolie façon de se fixer. Alors ça n'exclut pas bien sûr les objectifs plus tangibles, mais finalement ça donne comme une sorte de tonalité pour l'année. Et donc nous chez Change ma vie, on se fait faire des bracelets avec le mot gravé dessus pour l'avoir au poignet toute l'année. Et donc pour les personnes qui voudraient prendre un temps pour choisir le mot de leur année, on a ce guide qui peut être téléchargé gratuitement sur changemavie.com/mva. Donc mot de votre année, changemavie.com/mva. Et donc c'est un guide qui permet le mot de leur année. Ah bah écoute, si tu es d'accord, Clotilde, on mettra le lien en description. Écoute, Clotilde, un grand merci
tous tes conseils. Moi, je me sens hyper bien préparée. Je trouve, finalement, je me rends compte que je fais déjà des choses qui sont pas si mal. Et tu as mis le doigt sur beaucoup de choses, je trouve, beaucoup d'idées qui sont hyper importantes et hyper bénéfiques. Et je trouve, je dis pas facile à mettre en place parce que la difficulté, c'est sur la distance, mais qui me semble en tout cas pas à moi insurmontable à mettre en place. C'est pas déconnant si vous écoutez. Franchement, tout ce que dit Clotilde, je pense que c'est à la portée de 99,9% des entrepreneurs. Donc prenez ce temps pour vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à réécouter l'épisode. Je pense que ça peut être très utile de le réécouter. Et puis passer une très bonne année avec un très bon mindset de croissance. Un grand merci d'être venue nous parler, Clotilde. Tu es la Merci beaucoup. bienvenue sur My Marketing Podcast quand tu veux.